Alors, je vous présente la deuxième partie de l'épisode 1 de la saison 4. Une partie plus littéraire, on est moins dans l'essai, mais que vous allez apprécier, j'en suis certain, avec, entre autres, des segments sur la nouvelle québécoise et une belle rencontre également avec l'autrice Louise Desjardins. Mais on commence ça tout de suite avec Jean-Marc Limoges, un pamphlétaire de la grande tradition des Jules Fournier et des Arthur Buis. Moi, je vais là. Ouais, vous pourrez en juger vous-même. Alors voilà, voici la deuxième partie de la balado de Fred Savard. Bon, alors, vous savez, cet épisode-là, oui, c'est vrai, la Révolution tranquille est un peu le parapluie de réflexion. Là, on va aller un petit peu plus loin. En fait, j'accueille Jean-Marc Limoges. Bonjour. Allô? Vous avez fait paraître un brûlot, je pense qu'on peut dire ça, un essai, et qui est un peu, je pourrais dire, l'enfant bâtard de la commission parents, c'est-à-dire une réflexion sur l'éducation, en fait, l'enseignement, les transferts de savoir aujourd'hui, et vous... Il y a des choses qui vont pas, là. Il y a des choses qui vont pas, en fait, dans l'enseignement aujourd'hui. Ouais, il y a des choses y a des choses qui vont pas dans l'enseignement, c'est-à-dire des choses qui vont pas chez les enseignants non plus. Oui, ben voilà, c'est surtout à ce niveau-là. Vous êtes enseignant. Je suis enseignant, ouais. Oui. Ce qui est étonnant dans votre livre, Jean-Marc Limoges, oui. qui s'appelle Victor et moi, oui. Vous le dites, vous avez un doctorat en littérature, mais vous vous considérez comme un autodidacte. Ah je pense qu'il faut être autodidacte pour se rendre aux études supérieures. Il faut être autodidacte. On commence une maîtrise, on a 2 ans devant soi, ouais. Et puis il n'y a personne qui nous surveille ou à peine. Ouais. J'ai rencontré mon directeur 2 fois, une fois au début, une fois à la fin. Le doctorat, c'est 5-6 ans. Ouais. Donc, je pense qu'un autodidacte, c'est quelqu'un qui est son pire patron. Et dans mon cas, j'étais terrible. Ouais. Et donc, je pense que c'est la qualité qu'il faut pour mener des études supérieures. Je me suis jamais senti aussi bien qu'à la maîtrise et au doctorat, en fait. Donc, c'est ça. Mais d'ailleurs, ça transparaît dans votre livre, le malaise que vous avez ressenti très tôt à l'école, par rapport à la façon qu'on vous enseignait. Vous parlez de l'humiliation, la punition, qui était très présente. Et est-ce qu'elle l'est encore, ça? Dans le niveau un petit peu plus... J'ai pas mis les pieds au primaire depuis plusieurs années. Ouais. Je pense que les profs ont changé, oui. les générations ont changé. Mais par contre, moi, ce que je peux reprocher à ces profs-là que moi j'ai eu quand j'étais au primaire, c'était non seulement d'avoir été des éteignoirs, comme je le dis dans le bouquin, mais de ne pas avoir saisi, en quelque sorte, la façon dont chacun de nous apprenait. Oui. Et là, on parle d'autodidacte, je peux rebondir là-dessus. Ouais. Moi, je me souviens d'un jour où on a eu une remplaçante, et puis je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, quand on avait une remplaçante, elle ne savait jamais trop quoi faire avec nous. Hein? Elle fait du dessin, elle fait du théâtre. Bon. Et moi, il se trouve que ce que j'ai fait pendant cette journée-là, c'était de dévorer les fiches de lecture qu'il y avait dans le coin de la classe et qu'on devait lire à raison d'une fiche par semaine. Ouais. Mais la prof aurait dû remarquer que j'avais ce tempérament autodidacte-là, que j'apprenais les choses par moi-même et non pas en écoutant quelqu'un. Ouais. Donc, c'est un peu ça aussi que je reproche, c'est-à-dire de ne pas être assez alerte, de ne pas être assez à l'écoute de la façon dont chacun apprend. Ça, là, ça me parle beaucoup, Jean-Marc Limoges, parce que moi, je suis un autodidacte. Contrairement à vous, j'ai pas fait de maîtrise et de doctorat. Mais à partir de fin du primaire et tout mon secondaire, je me sentais vraiment... J'aime pas ce mot-là parce qu'il est anglais, mais je me sentais outcast. Ouais. J'étais au séminaire, j'ai été expulsé en secondaire 4. J'étais quelqu'un de curieux intellectuellement qui lisait beaucoup, mais être assis... C'est pas une question de je pense pas que c'est une question de TDAH ou de diagnostic. Je pense pas que ça s'appliquait à moi, mais j'avais de la difficulté à mettre... Je trouvais que ça allait pas assez vite. Des fois, les dictées, moi, je virais fou quand on répétait 4 fois la même phrase. Et je pense que ce que vous dites me rejoint à ce niveau-là, c'est que oui, je pense que... Mais est-ce que c'est possible d'avoir un enseignement un petit peu plus, je dirais pas personnalisé, mais il y a quand même certaines contingences, c'est-à-dire des grandes classes. Comment on fait pour concilier ça? C'est-à-dire essayer d'offrir une éducation de qualité au plus grand nombre, mais prendre en compte les particularités des individus. Ben là, je peux donner un exemple assez clair, assez précis, un exemple d'ailleurs que j'ai remis en classe cette session. Au fond,
moi, je ne conçois pas qu'on puisse offrir des lectures obligatoires. Ouais. Hein, j'en parle dans le bouquin. Oui, pour moi, lecture obligatoire, je trouve que c'est un oxymore. Ce sont deux mots qui ne vont pas très bien ensemble. Alors, pourquoi ne pas proposer un choix de lecture? Ben, c'est pas compliqué. Si j'ai 30 individus dans ma salle de classe, donc 30 personnes qui ont chacun leur histoire, etc., leurs intérêts, leur curiosité, leurs habitudes, eh bien, moi, je leur présente une trentaine d'œuvres et je leur demande, au fond, de choisir l'œuvre qui leur ressemble. Et là, on me dit, oui, mais c'est pas juste, parce qu'il y en a un qui va se précipiter sur L'étranger de Camus et l'autre qui va se farcir Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Ben oui, mais attendons, là, relativisons un peu. Celui qui se précipite sur les 100 pages de L'étranger a peut-être jamais lu un livre de sa vie, alors que l'autre, c'est peut-être son 100e roman. Bon, donc, mais ça, je pense que il y a certains profs qui le font. Moi, je me rappelle, mon fils, en secondaire 4, avait une vingtaine de livres où il pouvait choisir. Et de toute façon, les professeurs sont assez intelligents. Ils vont choisir des livres qui sont peut-être équivalents. Il n'y aura pas de... Ben, je dirais au contraire. Ah, intéressant. On prend des livres qui sont radicalement différents parce qu'on a des personnes radicalement différentes devant nous. Alors, tu sais, s'il y en a qui aiment lire des petits récits drôles, plein de rebondissements, bon, moi, je leur suggère un truc. Et puis, s'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus, je sais pas moi, versés dans la psychanalyse, bon, on leur met un ouvrage surréaliste entre les mains. Enfin, donc, c'est ça, c'est une espèce d'enseignement à la carte, on pourrait dire. Et ça me semble pas si compliqué que ça. Parce que vous le dites dans votre livre, ça aussi, j'ai trouvé ça extrêmement pertinent, c'est que dans le fond, la formation en littérature, bon, là, ça concernait le collégial, mais ça pourrait aussi correspondre au secondaire. Au-delà de lire un livre, l'idée, c'est d'être capable d'en parler, c'est d'être capable de verbaliser, de partager nos impressions. Quand un livre est ennuyeux, d'être capable de le dire. Puis ça, on est au Québec, je travaille dans les médias, c'est toujours mal accueilli de ne pas aimer quelque chose. Je trouvais ça intéressant d'entendre un prof dire, écoutez, on va armer les étudiants pour être capable de lire un livre et s'ils ne l'aiment pas, de nous dire pourquoi. Dans le devis ministériel, c'est écrit une des compétences à atteindre, amener l'étudiant ou l'étudiante à apprécier une œuvre littéraire. Et un jour, j'avais une discussion avec un ami à propos de ce verbe-là, apprécier. Il dit apprécier, ça ne veut pas dire aimer. Non. Apprécier, ça veut dire tu l'aimes-tu pas, puis es-tu capable de me dire pourquoi? Et moi, je me souviens d'être rentré dans une classe où on m'avait imposé 1984 de George Orwell. Bon, c'est quand même pas mal, mais il y en a une qui l'avait déjà lu et qui me lance du fond de la classe. Ah oui, ça c'est assez plate, ce livre-là. Mais j'ai dit oui, c'est ce monde-là qui décrit. C'est un monde plate, totalitaire. Bon, mais on va essayer de comprendre comment il est arrivé à générer cette platitude. Tu mets Madame Bovary dans les mains du... Ah oui, ça c'est... Ben oui, mais c'est ça le sujet. Flaubert a voulu écrire un livre sur rien. C'est la platitude d'une femme de province. Bon, on va essayer de rationaliser cette platitude-là, essayer de comprendre comment il l'a générée. Et puis là, ton opinion, c'est mon opinion et je la partage. Là, mais moi, je fais tabula rasa de cet aphorisme un peu bête. Et je dis, ton opinion, je m'en fous. Ce que je veux, c'est un point de vue. Et ton point de vue, ton opinion va devenir un point de vue quand tu vas avoir un argument. C'est ça, il y a quand même une différence entre une opinion et un point de vue. Non, ton opinion, c'est j'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça. On arrête là. Le point de vue, c'est que tu es capable de le défendre. Vous le dites, vous avez enseigné, vous avez un parcours chaotique, on peut dire ça, d'étudiant et ensuite d'enseignant. Vous avez enseigné la littérature à des clientèles extrêmement variées. Qu'est-ce que vous en retenez de ça aujourd'hui? Comment ça a formé le prof que vous êtes devenu aujourd'hui? Wow, ça c'est une bonne question. C'est difficile de répondre. Hein. C'est un peu tout ça. Je m'en suis imbibé. Je dirais ce que ça m'a surtout permis de comprendre, mais c'est ce dont je parlais plus tôt, c'est-à-dire que chacun a une façon d'apprendre. Et l'exemple que je donne souvent, c'est que j'étais un de mes premiers cours. Sinon, le premier cours que j'ai donné, c'était un cours de francisation, langue seconde. Et moi, j'ai dans l'idée de demander à chacun d'offrir une recette de cuisine. Pourquoi? Parce que ça me permet, donc, non seulement d'avoir des idées pour souper, mais aussi de pratiquer les articles partitifs, les quantités, le masculin, le féminin, etc. Et là, j'avais devant moi 3 étudiants qui, pour faire ce qui était demandé, une recette de cuisine, ont procédé de 3 façons différentes.
Un appelle sa mère. Ouais. L'autre ouvre un livre de cuisine. Ouais. Et le troisième s'en va directement au supermarché. Ah ouais? Pour tâter les aliments, voir les noms. Donc, à ce moment-là, pour moi, ça a été une révélation. Je dis, ben, chacun apprend à sa façon. Donc, moi, tant qu'ils me donnent ce que j'attends d'eux, c'est parfait. Ouais. Ouais. Ensuite, libre à eux d'y accéder comme ils veulent. Tout à fait. Là, vous enseignez où exactement? Parce que là, je dis, vous êtes enseignant. Pour que les gens vous situent, là, où s'inscrivent? Je vais vous donner mon numéro de téléphone. Non, moi, je dis toujours que je n'appartiens à personne. Donc, c'est un peu compliqué parce que je peux faire à peu près 4 ou 5 institutions d'enseignement différentes dans la même journée. Ah ouais? Ça totalise à peu près 5 heures de transport en commun. Wow! Donc, vous n'êtes pas attaché... Moi, je suis attaché nulle part. J'ai aucune permanence. Et Dieu merci, mon but, c'est de rester au bas de l'échelle. Mais ça, d'ailleurs, ça transparaît dans votre essai, votre pamphlet. Il y a beaucoup de colère, quand même, dans ce livre-là. Ben, colère, c'est peut-être pas le bon terme, mais oui, je pense qu'on peut dire ça. De votre milieu familial. Je ne sais pas si vos parents vont lire le livre. Ils m'ont lu. Ah oui, OK. Oui. Parce que vous êtes dur avec eux. Bon, là, on ouvre une brèche. Oui, on ouvre une brèche. Bon, on peut, la balado, on a du temps. Hein? D'abord, OK, parlons-en. Il y a une citation en exergue qui est super importante. C'est une citation tirée d'un film de François Truffaut. Oui. Une œuvre d'art ne peut pas être un règlement de compte. Oh! Bon, moi, ça dédouane bien du monde. Ben, quand j'ai entendu ça, en fait, j'étais évidemment... Cette colère-là, c'est pas faux, hein? Donc, j'avais une colère qui m'habitait, que ce soit envers mon milieu familial, envers mon milieu scolaire, envers mes profs. Ouais. Donc, une colère qui m'habitait. Et donc, j'ai, plutôt que de frapper, hein, j'ai pris la plume et je me suis mis à écrire pour... C'est pas pire. Bon, voilà. Comme disait Montaigne, songer à faire monter le sang au visage d'un homme plutôt qu'à le répandre. Ah, voilà. Intéressant. C'est une autre phrase aussi qui m'a empêché de commettre des crimes. Et donc, je me suis mis à écrire, mais c'était plein de hargne. C'est-à-dire que cette colère-là, elle apparaissait, elle transparaissait entre les lignes ou à peine, ou dans les lignes même. Et là, un coup, j'entends cette citation-là, une œuvre d'art ne peut pas être un règlement de compte. Et ça a été une espèce de catharsis. Là, je me suis dit, ben voilà, je pense que là, j'ai compris. Et je me suis dit, je ne peux pas me mettre à écrire tant que je serai habité par cette colère. Oui, tout à fait. Bon. Et est arrivé un moment, le temps aidant, où j'ai pu dire ces choses-là. Là, on est dans un monde où on subit beaucoup de censure. Il y a plein de choses qu'on peut dire, qu'on ne peut pas dire. Et moi, je me suis dit, est-ce que je dois me censurer par rapport à mes parents? Si je commence à me censurer moi alors que d'autres s'en chargent, on va nulle part. Alors, j'ai donc décidé de dire ce que j'avais à dire. Et une fois que ça a été publié, j'ai dit, mes parents vont me lire. Mais finalement, c'est assez beau, en somme, ce qui arrive, parce qu'ils comprennent très bien. Ils comprennent aussi que ce ne sont pas eux non plus, ce sont les parents du milieu du quartier Villeray des années 70 que je dépeins, c'est-à-dire à coups de claque. Et puis, bon... en fait, on pourrait élargir au Québec, parce que vous parlez, à un moment donné, du Québec, de l'à peu près... Oui. En citant Jules Fournier, entre autres. Oui, d'ailleurs. Auteur, on va en parler. Auteur honteusement méconnu. On peut en parler tout de suite, parce que ça aussi, ça m'a beaucoup rejoint. Il y a une certaine époque, quand j'étais dans les apartistes, je me suis mis à lire Jules Fournier, Oliver Asselin, la biographie d'Hélène Bayarjon sur Oliver Asselin, Arthur Buy. Ouais. Et c'est vrai qu'ils sont un petit peu dans les limbes de la littérature québécoise, ces gens-là. J'ai un bac en littérature, j'ai une maîtrise en littérature, j'ai un doctorat en littérature, j'en ai jamais entendu parler. C'est incroyable. Une chance que je suis autodidacte. Ouais. Hein? Tout à fait. Donc, c'est ensuite, quand j'ai eu à enseigner la littérature québécoise, je dis, mais qu'est-ce qu'on me dit sur la littérature québécoise? OK, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on me dit sur la littérature québécoise? Et est-ce qu'on me tout dit sur la littérature québécoise? Et aux Canadiennes françaises. Alors là, je me suis mis à la découvrir par moi-même, après des années passées sur les bancs d'université. Et là, je découvre des auteurs comme Arthur Buy, décapant, tout à fait, décoiffant, drôle, plein d'esprit, vif, tout seul contre la bonne. La Lanterne, il était directeur, imprimeur, distributeur, éditeur, il a tout fait, il portait tous les chapeaux. Et Jules Fournier, son texte sur la langue française au Canada, dans lequel il parle de l'à peu près, cette maladie dont nous souffrons, c'est le plus beau texte écrit sur la langue française au Québec. Et c'est encore d'actualité, plus d'un siècle après. Ces figures-là, Arthur Buy, moi je trouve aussi, qui est vraiment un franc-tireur dans le plus noble terme, si on pourrait dire. Jean-Charles Harvey aussi, à l'époque, que j'avais découvert. C'est pas pareil, c'est une autre époque, mais quand même.
seul contre le bunch, comme vous dites. Et ça, on les aime, on les tasse au Québec. Tous ces gens-là ont fini alcooliques ou à Ottawa. C'est vrai, je le fournis, entre autres. Ouais. Il traduisait des textes à Ottawa. Ouais. Il a fait de la prison. C'est hallucinant. C'est comme il y avait, c'est la seule issue. Il y aurait un film à faire sur ces gens-là, au lieu de refaire un remake des Filles de Caleb qui s'en vient, il paraît. Là. Oh mon Dieu. Ou des belles histoires des pays d'en haut, on va en revenir. À un moment donné. Mais d'ailleurs, c'est pas mal à cause de ce gars-là. L'auteur de Nommer son péché, qu'on entend très peu parler d'Arthur Bury. Oui. Claude-Henri Grignon, oui, parce que... Claude-Henri Grignon, il l'a tassé pas mal. Ben oui, ces gens-là avaient du pouvoir. Dans votre pamphlet, c'est correct si je dis pamphlet? On peut dire pamphlet, on peut dire essai romanesque, on peut dire... C'est tout ça. C'est un brûlot. Oui, c'est un brûlot parce que vous êtes très dur. Puis là, je sais que les médias en ont parlé, mais je veux vous entendre parce que je me demandais, est-ce que c'est de l'esbrouffe pour faire jaser? Gabriel Roy. Bon, il y a deux choses. Il y a deux choses. D'ailleurs, ses livres sont... tous ses livres sont ici. Elle me regarde. Avec ses yeux sévères. Oui. Son regard sévère. Bon, Gabriel Leroy, encore une fois, c'est que, en étant inscrit à l'université, en littérature, ou même au cégep, on entend parler de Bonheur d'occasion, le premier roman de la ville, ce grand roman de la ville. J'ai lu ça à 18 ans, je dois avouer, je le confesse publiquement, j'ai aimé ça. Je suis même allé dans Saint-Henri pour refaire vous replongez dans le... J'étais dans les pas de Florentine Lacasse, donc... Et vous cherchiez Mireille Desglin, avouez-le. Avouez-le. Secrètement. On l'a tout fait. Secrètement, oui. Et puis, je l'ai relu des années plus tard et le livre m'est tombé des mains, à la page 25, quand elle dit « Azarius Lacasse rêvait à une belle grosse pomme rouge ». J'ai fait « Oh, shit! Que c'est mal écrit! Une belle grosse pomme rouge. » Es-tu sérieux, là? T'as vraiment écrit ça? Puis là, on parle d'Azarius Lacasse, qui est un ouvrier comme mon père. Mon père n'a jamais mangé de fruits de sa vie. Je comprends pas c'est quoi le fantasme de la grosse pomme rouge, là. Et là, ensuite, je suis resté là-dessus. Puis il y a des amis qui me disent « Oh non, t'es sévère, tu devrais lire La détresse et l'enchantement. » J'ai lu La détresse et l'enchantement. C'est le pire supplice que je me suis infligé de ma vie. Et je me suis mis à encercler tous ces articles-là, petits, grands, beaux, etc. Et j'en ai compté, je pense, 665, sur 300 quelques pages. Donc, plus de 2 occurrences par page. Je trouve que c'est assez pauvre comme lexique. D'une part, ça, c'est ma première réponse. La deuxième réponse, c'est que c'est pas le premier roman de la ville. Je veux dire, en 1914, Arsène Bessette écrit Le Débutant, qui est un magnifique roman désarmant de simplicité et d'une cruelle actualité, puisqu'il parle du copinage entre la politique et le monde médiatique. Et puis c'est encore ça aujourd'hui, c'est écrit dans une langue simple. Et on a là, comme si on était au musée McCord en train de voir des photos du Montréal des années 10. L'hôtel la gare Windsor, il nous parle de la promenade en calèche l'hiver sur Saint-Hubert. Enfin, on se dit waouh, mais on m'en a jamais parlé. Il est là, le premier roman de la ville. Et troisième réponse peut-être, c'est que Gabriel Leroy, ce qui m'attriste, c'est que donc ce discours-là, entendu, accepté, selon lequel c'est une grande écrivaine qui nous a donné le premier roman de la ville, c'est ce qu'on répète d'une année à l'autre dans les salles de classe. Et c'est ce que je suis, moi, incapable de répéter parce que j'y crois pas. C'est ni une grande écrivaine, ni le premier roman de la ville. Et je me sers, au fond, de Gabriel Leroy pour démonter ce que j'appelle, par ailleurs, l'inertie de la forme. C'est-à-dire que chaque prof enseigne comme on le lui a enseigné. Oui, tout à fait. Tout à fait. Comment on fait pour tirer un trait? Encore là, on revient à cette faculté d'être autodidacte, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a envie d'aller découvrir les choses par soi-même, d'ouvrir les bouquins, puis de voir si la place de la mer dans le roman du terroir, c'est ce qu'on m'a répété pendant des siècles. Et là, je me suis dit, mais avant d'enseigner le terroir, je vais les lire, ces bouquins-là. Alors, de la terre paternelle jusqu'au survenant, la mer est morte. La mère est absente. C'est pas le père qui est absent. Le père est présent, la mère est absente. Alors, qu'est-ce qu'on m'a raconté des conneries pendant toutes ces années? Donc, je suis incapable, à mon tour, de répéter la mère dans le roman canadien-français. Alors, c'est pour ça, il faut toujours, en quelque sorte, retourner, vérifier. Il faut assumer ce qu'on dit, être derrière ses propos. Et c'est ça que j'attends d'un prof. Vous parlez des livres pour enfants aussi. Ça m'a beaucoup rejoint. Vous dites souvent qu'ils sont un peu gna-gna. Puis qu'on devrait offrir autre chose
aux enfants. Puis moi, je trouve souvent que les livres pour enfants, puis tu sais, au Québec, c'est une industrie dans le monde de l'édition qui est florissante. Moi, je ne dirais pas c'est qui, mais il y a un éditeur, triste, vous choisirez le genre, qui m'a déjà dit, perds pas ton temps à écrire un roman ou un essai, écris un livre pour enfants, ça reste longtemps sur ces tablettes. C'est plus payant. Bon. Ça s'écrit vite. Ce que moi, je veux pas condamner ces auteurs-là. Non. Tu sais, il se fait des trucs... Je trouve souvent que ces livres-là s'adressent plus aux parents que réellement aux enfants. Ben, moi, ce que je condamne, en fait, pour remettre les pendules à l'heure, c'est les bouquins écrits pour les jeunes, c'est-à-dire écrits pour ne pas les effrayer, pour ne pas... des bouquins dans lesquels ils ne rencontreront pas d'adversité, de résistance. Bon, alors, moi, je reviens à une comparaison un peu sommaire que j'ai proposée un jour à un autre intervieweur. C'est un peu la différence entre Sol et Gobelet puis les Télétobies. Tu sais, Sol et Gobelet nous amenaient dans un monde qui est absurde, qui nous dépassait, et c'était du même coup fascinant. Et un monde violent aussi. Des fois, Sol, il est sacré en bas du 13e étage. Où se suicidait. Il y a un épisode, il y a une corde de pendu. Puis Gobelet essaie de le convaincre, mais il convainc pas tant que ça non plus. Ben, tu sais, c'est Beckettien, ça. On est en attendant Godot. Donc, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que quand on prend pas les jeunes pour des épées, pour des caves, d'ailleurs, personne n'aime se faire prendre pour un cave, eh bien, on élève, on décloisonne l'esprit, on sème la curiosité. Et un jour, pour l'anecdote, je devais faire du tutorat auprès d'un ado là, de secondaire 1, puis sa mère était dans tous ses états, déprimée, dépressive, presque suicidaire, et elle me dit « Mon fils aime pas l'école, mon fils aime pas lire, il arrête pas de dire que c'est plate, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? » Alors je m'assois avec le gamin, j'ouvre le bouquin, et je lis une page, et je lui dis « C'est vrai que c'est plate, mais c'était plate. » C'est atrocement plate. Alors, moi, on m'a mis entre les mains, ça c'est peut-être la chance que j'ai eue, on m'a mis entre les mains de grandes œuvres au secondaire. Tu sais, Le Grand Monde d'Alain Fournier, dont je ne suis, au moment où on se parle, jamais revenu. J'ai basculé dans cet imaginaire-là, tournant de siècle. 1984, Le Meilleur des mondes. Enfin, ce genre d'ouvrage-là, il nous avait amené voir Des souris et des hommes au théâtre de Nice-Pelletier. Je m'en souviens comme si c'était hier. Alors, à partir du moment où tu nivelles pas par le bas, où tu prends pas les étudiants pour des épées, ben, je pense que tu peux parvenir à leur décloisonner l'esprit de la belle manière. Vous parlez d'une notion que j'ignorais totalement, qui est de Michel Foucault, l'érotisation du savoir. Mais c'est intéressant, vraiment, ça. Parlez-nous de ça. Il faut qu'il y ait de l'érotisation dans la... je veux dire... on va reprendre la question par le grand bout. C'est qu'il y a 3 types de libido. La libido sentiendi. La libido sentiendi, c'est la libido à laquelle on pense, au fond, tout ce qui est d'ordre du plaisir charnel. La libido dominandi, ce désir de dominer l'autre ou de se dominer soi-même. Et la libido siendi, qui est ce désir de savoir. Et là, on remonte à Adam et Ève. Là, c'est ça le mythe d'Adam et Ève. On va poquer la pomme, qu'est-ce qu'on va apprendre? Ben, je pense qu'il doit y avoir de l'excitation dans une salle de classe. C'est pas plus compliqué que ça. Mais si on est d'une époque où... Ben oui, mais... c'est proscrit. Évidemment, on comprend ce que vous voulez dire, mais ça reste un terrain vaseux. Ben, c'est en cela que l'enseignement est un métier dangereux. Autre notion qui m'a vraiment interpellé, parce que ça recoupe ma démarche, je pense, avec ce projet-là de balado, c'est que vous dites que dans un dialogue avec des... Parce qu'il y a plusieurs parties dans votre roman. Dans votre essai, c'est touffu. Il y a vraiment un essai où vous êtes en monologue. Il y a une partie dialogue. Il y a les lettres ouvertes à la fin. On va en parler parce que moi, c'est une partie qui m'a beaucoup interpellé aussi. Mais dans une partie avec un dialogue avec de jeunes enseignants, vous dites que le prof doit susciter la jalousie. Oui. Mais de façon subtile, en leur parlant égo, en supposant qu'ils ont lu la même chose. Donc, le prof dit Ça, c'est vraiment intéressant parce que moi, c'est ce que je fais en humour depuis mon passage dans les apartistes. Et je me rappelle, on faisait des spectacles dans les cégeps. Il y a un prof qui était venu nous voir, il avait dit « Moi, ce que j'aime avec vous, c'est que vous ne faites pas de compromis. Vous faites des blagues. Si les étudiants ne les comprennent pas, ils feront leurs recherches.
ou demanderont à leurs voisins. Puis moi, ça m'était resté. Puis ce projet-là, on fait la même chose. On parle parfois de sujets arides, mais on y va quand même. On prend personne par la main. Je fais confiance à l'intelligence des gens. Puis au pire, ils feront leur recherche, comme dirait Lucie Laurier. Mais cette idée-là de susciter la jalousie entre un enseignant et ses étudiants, je trouve ça vraiment intéressant. Ben oui, mais encore une fois, si je parle de mon expérience, j'ai eu 2 profs dont je me souviens à l'université. Oui. Un qui nous prenait de très haut. Il commençait systématiquement ses phrases par « On sait bien, vous autres les jeunes, vous n'avez pas lu ça. » Et moi, je sentais la grogne dans la classe, et lui, la grogne à laquelle il était aveugle d'ailleurs, trop imbu de sa personne. Et par ailleurs, on avait un autre prof, donc que je nommerai pas, je les respecte tous les deux, et qui nous disait « Oui, bon, vous savez, c'est comme dans Madame Bovary », puis il continuait sa phrase. Moi, je me souviens que je regardais discrètement autour de moi pour voir les réactions. Je suis le seul à pas l'avoir lu. Oui, est-ce que je suis le seul? J'attendais de voir des regards. Oui, évidemment. Et là, je me rendais compte que, je l'avais pas lu, d'autres l'avaient sans doute pas lu. Et qu'est-ce que je faisais après le cours? Je me précipitais pour le lire. Et là, j'attendais impatiemment ce moment de gloire, cette deuxième chance qui allait se présenter à moi quand le prof allait dire, vous savez, c'est comme la Madame Bovary. Puis là, je me disais, là, à ce moment-là, je serais gonflé d'orgueil. Je vais me lever sur mon siège en disant, oui, bien sûr. Et c'est arrivé ce moment-là. Il a dit une deuxième fois, un peu plus tard dans la session, c'est comme dans Madame Bovary, et il s'est rien passé. Pourquoi? Parce que c'était normal d'avoir lu Madame Bovary. Voilà. C'est ça la leçon que j'en tire. Moi, je leur dis, c'est comme l'alphabet, c'est comme les tables de multiplication. Il faut avoir lu ces grandes œuvres-là. Il n'y a pas à s'en enorgueillir. C'est normal. C'est normal. Non, mais c'est vraiment intéressant. Évidemment, il y a une partie importante dans l'apprentissage du français, entre autres dans les lettres ouvertes, si ma mémoire est bonne. Vous le dites, c'est problématique depuis toujours au Québec, parce qu'on a trop insisté sur la difficulté de la langue, puis en même temps, votre essai est truffé de démonstrations que vous maîtrisez vraiment, vraiment la langue, et ça rend jaloux. Tout s'explique. Parce que ça, j'ai appris ça en autodidacte. Le subjonctif imparfait, on me l'a pas enseigné. Et si en plus, ça suscite de la jalousie, alors là, j'ai gagné sur tous les plans. Mais la question de la langue, en fait, elle est dans la lettre ouverte, mais elle est aussi dans le chapitre 2, dans le chapitre 2 où je parle de mon expérience à l'école, donc au primaire, où la première chose que j'entends, alors que je quitte ma mère le cœur gros, parce que je me dis, je vais peut-être la retrouver ce soir, finalement. Devant la télé. La maîtresse nous dit, les enfants, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. Le français, c'est bien compliqué. C'est plein d'exceptions. Puis il y a quelques règles, mais il y a plein d'exceptions. Et quand on fouille dans nos souvenirs, qu'est-ce qui remonte à la surface? Pou, chou, genou, caillou? Les comptines, mais où est donc Carniard? Mais pourquoi est-ce qu'on... Ça, je me rends compte, je parle avec des amis à moi qui ont aujourd'hui 40, 50, 60 ans et qui commencent en me disant « oui, mais le français, c'est très compliqué ». On a été brainwashés. C'est pas vrai que le français, c'est si compliqué que ça, ou en tout cas, c'est pas vrai que c'est plus compliqué qu'une autre langue, et c'est pas vrai qu'il y a autant d'exceptions que ça. Et ça, là, si on veut changer quelque chose dans le système d'éducation au Québec, puis faire en sorte que nos étudiants arrivent sur les bancs du secondaire ou du cégep en sachant écrire, il faut arrêter de leur raconter des conneries au primaire, arrêter de les convaincre que le français, c'est compliqué. Vous êtes à contre-courant, parce que là, il y a une espèce de réflexion. Je lisais un texte de Jean-Benoît Nadeau il n'y a pas si longtemps dans l'actualité, où on veut... Lui, il milite pour accepter plus d'anglicisme, en tout cas, ou ne pas en faire un cas, et de simplifier la syntaxe, simplifier l'orthographe. On est beaucoup là-dedans. J'imagine que ça Non, ça encore une fois, on ouvre une autre brèche. J'oserais dire une cicatrice ou une plaie à peine cicatrisée. Il y a plusieurs choses. Là. La réforme de l'orthographe, là, d'abord, ça date de 1994. Là, c'est l'Académie française qui avait mandaté les conseils supérieurs de la langue française de faire des petites études. Et pour moi, c'est un énorme fiasco. Ils ont complexifié la langue plutôt que de la simplifier. Et même là, je pense pas que l'entreprise était si noble que ça, ou si nécessaire, ou si salutaire. Ça, je pense, c'est un gros fiasco. D'autre part, simplifier la syntaxe. Alors là, ça, simplifier la syntaxe, on est dans la novlangue de Orwell. Simplifier la syntaxe, on va enlever les pronoms relatifs, là, les qui, que, dont, où, puis les pour lequel, avec lequel. Faites des phrases simples. Ça aussi, je condamne ça dans le bouquin. Quand on allait voir nos profs avec des rédactions dont la syntaxe était un peu alambiquée, pour ne pas dire gauche ou maladroite, la réponse qu'on nous donnait, c'est fait des phrases simples plutôt que de nous expliquer comment faire des phrases complexes qui nous permettent d'émettre une pensée nuancée, riche, subtile.
Bon, mais alors là, évidemment, je vais être le premier à m'attacher là, pour dire non, on simplifie pas la syntaxe, là, s'il vous plaît. On simplifie pas le vocabulaire non plus, le lexique, s'il vous plaît. Plus on a de mots, plus on peut nommer sa réalité, la cartographier, dire qui on est, comprendre le monde. Donc, voyons donc. Ça, c'est un gros cul-de-sac. On va terminer avec ça, la section lettres ouvertes. Je dis une section parce qu'il y a... il y en a deux, si je peux... oui. Dans la première, vous dites une chose intéressante. Vous dites la maîtrise du français écrit à l'entrée du cégep. En fait, vous dites que le problème, c'est pas que le secondaire les laisse partir avec des lacunes, mais plutôt que le cégep est inapte à les accueillir. J'ai dit ça, moi? Ouais. Ouais. Parce que cette semaine, il y avait un texte dans Le Devoir, un texte d'opinion. Je pense que c'est un prof au cégep qui disait... Si l'étudiant ne maîtrise pas le français arrivé au cégep, il est trop tard. Il faut commencer beaucoup plus tôt. Ah oui, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, oui. C'est pas normal qu'ils arrivent pas assez préparés. Non. Mais en même temps, moi, j'ai lu une autre lettre d'opinion dans Le Devoir qui date du 28 mai. Il y a beaucoup de lettres d'opinion. Oui, des opinions, justement. Mais moi, ce qui me désole, en fait, c'est que je revenais de ma deuxième dose. Oui. Et je pensais que c'était un effet secondaire. Je pensais que j'hallucinais là, le vaccin. On précise le vaccin. Oui, ma deuxième dose. Oui, j'étais au Carré Saint-Louis. Là. J'étais au CLSC. Et comme effet secondaire, c'est ça, il y avait comme des hallucinations, je pense. Et là, j'ai lu cet article du 28 mai, cette lettre d'opinion, en fait, cette entrevue avec des profs de cégep qui se lamentaient sur leur sort. Et là, j'étais démembré. Je dis, voyons donc, des profs qui disent des atrocités comme « Mes élèves n'arrivent pas assez préparés, donc du secondaire, dans la classe de cégep, si bien qu'ils n'ont pas les connaissances historiques pour comprendre Baudelaire. Donc, j'ai retiré Baudelaire. Non, mais ça marche pas, là. On est en train de nourrir le problème plutôt que de le résoudre. Bon, alors, partant de cela, si mes étudiants arrivent du secondaire et qui savent pas comment accorder les foutus participes passés, bon, je peux pas leur en vouloir parce que déjà, j'en veux pas mal plus à leurs profs qui n'ont pas été capables de leur faire comprendre. Et donc, je me dis, c'est ma job, c'est ma tâche, ça repose sur mes épaules. Je vais pas chialer contre le système. Je suis là pour ça. C'est comme l'exemple que je donnais. C'est comme si un restaurateur venait vous voir en disant, je comprends pas ce qui arrive ces temps-ci. Les clients rentrent dans mon restaurant puis ils ont faim. Bon, mais change de job si tu veux pas leur faire la bouffe. Non, mais c'est quoi ça? Alors, le prof, il est là pour les nourrir aussi, ces étudiants-là qui n'ont pas les connaissances historiques ou littéraires pour comprendre les textes. Rappelons-nous, à 18 ans, est-ce qu'on les avait, nous? Non, pas pantoute. On était des cancres, on n'en avait rien lu, on connaissait rien. Bon, mais alors là, le prof doit justement leur donner ces connaissances-là et leur expliquer l'accord du participe passé, mais différemment. Parce que s'ils sont rendus là et qu'ils ne l'ont pas compris, c'est qu'il y a un problème dans l'explication puis pas dans la compréhension de l'élève. Donc voilà, c'est facile de toujours pelleter la scrap dans le cours du voisin. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Et là, il y a l'autre lettre ouverte, c'est dans le bonheur, c'est la classe. Et là, vous parlez... Puis il y a un autre passage où... Votre conception de l'enseignant ou de l'enseignante, je dirais que c'est une conception de l'enseignant total. Vous dites même que le privé, la vie privée et la vie professionnelle ne font qu'un. Et vous donnez l'exemple à la fin d'une prof qui vous a marqué, mais qui est une femme mystérieuse, malheureuse, déclassée des deux bords, c'est le terme que vous utilisez. Tu sais, un apprenti enseignant qui lit ça, je suis pas sûr que ça lui donne le goût de continuer. Vous êtes intense. Je pense qu'il faut être intense pour enseigner. Là. Je critique les éteignoirs au début. Je vais pas en être un à la fin. Non, mais il y a peut-être un... Non, mais moi, ce que je comprends pas, là, parce que ça me semble bien simple. Il y a ce qu'on appelle les vacances. Moi, je sais pas trop ce que c'est les vacances. Parce que pendant les vacances... je suis travailleur autonome. Alors, mais c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est que les vacanes? Tu sais, quand tu prends l'avion et on te demande est-ce que c'est pour loisir ou pour affaires? Ni l'un ni l'autre. Aucune de ces réponses.
Donc, moi, je suis en vacances. Là, j'ai 3 mois de vacances. Ben, c'est 3 mois qui sont hyper occupés. 3 mois pendant lesquels je me mets à dévorer tout ce que j'ai pas eu le temps de lire pendant la session. Et quelle est mon attitude quand je lis un livre? Honnêtement, là, soyons sérieux. Je lis un livre et je me dis, est-ce que ça peut me servir? J'ai-tu hâte de leur en parler? Voilà. J'ai-tu hâte de leur en parler? Ça va être bon. Ça, ce passage-là, on va l'analyser. Elle est où la frontière entre la vie privée et la vie publique? Et moi, je leur dis toujours, pas de discipline en classe. Là. Si ça ne te tente pas d'être là, tu peux t'en aller. Si toi, tu es fatigué, je peux te faire un thé. Bon, mais je veux que l'ambiance soit relaxe. Je veux enseigner comme si j'étais dans mon salon. Et si vous viendriez dans mon salon, je vous donnerais des cours pareils parce que c'est ça que je fais de ma vie. Apprendre des choses, apprendre des autres. Parce qu'apprendre, c'est un verbe qui va dans les deux sens aussi. Là, moi, j'ai beaucoup plus à apprendre d'eux que moi à leur en apprendre. Là. Quand j'ouvre un texte que j'ai lu 100 fois, là, c'est pas moi qui leur dis « voici ce qu'il faut comprendre ». C'est moi qui leur demande qu'est-ce que vous comprenez. Et ça, c'est pas de la flagornerie. Non. Ils m'en apprennent, mais quotidiennement. Il n'y a pas un cours où je ne sors grandi de ce qu'ils m'ont appris. Et donc, cet étonnement là, que je vis in situ, ben, ça aussi, c'est une forme de jalousie qui est créée. C'est comme, putain, mais le prof, il a l'air de triper. Là. Je pense que je vais triper moi aussi, finalement. Jean-Marc Limoges, merci. J'espère qu'on a donné le goût aux gens de se lancer sur votre essai Victor et moi. Vous n'avez pas été précis sur où vous enseignez. Je trouve ça un peu triste, parce que j'aurais aimé m'inscrire. Je vais vous talonner. Je vais vous offrir... C'est ce que je vais faire. Je vais vous offrir une chronique à la balado. Puis c'est sérieux. Ben là, moi, ça me... On verra. On parlera des modalités. Mais j'aimerais vraiment ça. Je veux savoir combien. Oui, il y aura un cachet. Personne ne travaille gratuitement à la balado. On est en campagne de financement, les gens à la maison. Alors, si vous voulez avoir Jean-Marc Limoges comme chroniqueur, vous envoyez un don à PayPal ou Stripe. Merci, Jean-Marc Merci infiniment.